Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft. Et comme toujours, pour m'accompagner, Victor Roulier. Salut Victor, ça va? Salut Jean-Mi. Ça va, écoute. Un beau week-end de foot US. On a pris du Oui. plaisir et ça, c'est bien. Oui, on a eu un beau samedi là de football universitaire et un beau dimanche à NFL. Donc on est ravis quoi, tout simplement. Donc c'est le deuxième épisode de notre podcast, le Draft Room. Et comme pour le premier épisode, on va parler de 4 joueurs. Donc 2 joueurs qui devraient partir dans le top 50 et 2 joueurs qui devraient partir un petit peu plus tard. Après, de toute façon, nous sommes en septembre. D'ici là, les codes vont changer. Le but, de toute façon, c'est de vous parler de 4 joueurs. On va commencer avec toi, Victor, pour le top 50. Générique. Speaking of impressive, Kyle Hamilton was reading, running, and stopping. Donc, Victor, tu vas nous parler d'un joueur. On parle de top 50, mais là, on pourrait presque parler de top 10. On pourrait presque parler de top 1. Après, ça dépend si tu pondères avec l'importance de la position. Mais en talent pur, je vais vous parler de Kyle Hamilton, safety de Notre-Dame, qui est peut-être le joueur le plus talentueux de cette saison. Il ne sera pas numéro 1 de draft parce qu'il est safety, je vous le dis tout de suite, mais il peut postuler au top 5. C'est un joueur absolument phénoménal. Ça l'était déjà l'année dernière, et là, sur les 3 premiers matchs qu'il a joué cette saison, c'est toujours aussi incroyable. C'est un physique atypique. C'est Jamal Adams, globalement. Donc, des Jamal Adams en safety, il n'y en a pas énormément. Sauf que dans le style de jeu, ce n'est pas vraiment Jamal Adams. C'est plus du Derwin James, par exemple. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, malgré une masse corporelle énorme, ce qui fait de lui un très bon plaqueur, ce qui fait de lui un joueur pouvant évoluer dans la boîte, mais malgré ça, il est excellent en couverture de passe. Il a d'excellentes mains. Il a déjà fait 3 interceptions en 3 matchs, là, si je ne dis pas de bêtises. Il est dans son intelligence de jeu, il est au-dessus des autres. Franchement, au niveau safety, je ne sais pas si on a déjà vu un tel niveau de domination. Alors, certains diront Fitzpatrick. Moi, j'étais peut-être un peu moins haut à l'époque. Si on remonte, il y a des Eric Berry, il y a des Sean Taylor. C'est vrai, on est dans ce niveau-là. On est vraiment dans cette catégorie de joueurs-là. Des joueurs tellement dominants que même s'ils sont safety, ils peuvent postuler au top 5, au top 10. Si vous devez regarder 2 actions qui caractérisent Kyle Hamilton, contre Florida State, il y a une de ces 2 interceptions. Il traverse littéralement tout le terrain pour aller faire l'interception. Il a lu le lancer du quarterback 10 secondes avant tout le monde. C'est absolument incroyable. Et l'autre, c'est face à Purdue, si je ne dis pas de bêtises, ce week-end, sur un force down, où là, par contre, il va en amont, il va transpercer la ligne pour aller choper son vis-à-vis et provoquer le turnover on down. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Et globalement, j'ai beaucoup de mal à y trouver un défaut. Le seul, je dirais, c'est que parfois, il est tellement au-dessus des autres qu'il est trop impatient. Il veut faire le big play et il va se faire avoir. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Il est jeune, il va mûrir. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver un défaut à ce joueur. Et Oui, toi, Jean-Mi? ouais, pareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est vraiment excellent à tous les niveaux. Moi, ce que je trouve très très intéressant, c'est que c'est un joueur, tu peux le faire jouer sur n'importe quelle position du back 7. Il peut même se mettre en linebacker à l'intérieur, linebacker extérieur. Tu peux le mettre donc en safety, que ce soit en free ou en stroke plus dans la boîte. Tu peux même l'aligner en cornerback, en nickel. Il peut même aller défendre cornerback à l'extérieur s'il faut. Il sait vraiment tout faire. Alors c'est sûr que pour le niveau universitaire, c'est juste parfait. Après en NFL, ça sera quand même mieux si on peut lui définir une position pour pas qu'il se disperse. Mais c'est un joueur qui, à mon avis, une fois arrivé en NFL, au bout d'un an, 2 ans d'expérience, ça sera vraiment cette pièce d'échec que les coordinateurs défensifs pourront déplacer à leur guise. Et un coup, il fera du blitz, un coup, il fera de la couverture, et un coup, il ira chasser des coureurs, un coup, il s'occupera plutôt d'un tight end, un coup, il peut faire vraiment de tout. Il est grand, il est athlétique, comme tu dis, il est intelligent, il comprend bien ce qui se passe, les jeux, comment intervenir. Ouais, il a tout, quoi. Et c'est vraiment, vraiment comme tu dis, c'est un safety, c'est ce qui va limiter un petit peu peut-être sa cote, mais il est tellement bon que ça va pas la limiter tant que ça, hein. C'est vraiment un candidat pour le top 10, hein. Ouais, bah, le dernier safety top 5, c'est Eric Berry. Donc, est-ce qu'il va lui succéder? On verra. Donc, toi, par contre, tu vas aller sur la ligne. Tu vas nous parler d'un gros monsieur
Tu vas nous parler de Darian Kinnard de Kentucky, qui est alors officiellement un tackle. Est-ce que tu l'imagines en tackle ou en garde en NFL? Tu vas nous le dire. Oui, moi je le vois bien en tackle, moi, il n'y a pas de souci. Et comme tu dis, un gros monsieur, vraiment gros monsieur, c'est-à-dire qu'il fait 1,96 m pour 156 kilos. Et quand tu regardes les effectifs NFL de cette année, ben, il n'y a que deux tackles qui sont plus lourds que lui. C'est les géants Mekhi Becton et Orlando Brand. Sinon, il est plus lourd que même un Tristan Wirfs, par exemple, qui déjà était très costaud. Mais quand je dis lourd, je parle de son poids. Parce que n'imaginez pas André Smith, par exemple. Non, non, Darian Kinnard, c'est un athlète. Et c'est pour ça que moi, je le vois bien rester à l'extérieur. Alors, c'est toujours possible. Il pourra peut-être glisser à l'intérieur à NFL. Mais quand tu vois sa mobilité pour son gabarit, moi, je le vois très bien rester à l'extérieur. Alors, Darian Kinnard, c'est quelqu'un qui joue à droite. Il est tackle droit. C'est vrai que souvent les tackles gauche sont plus prisés que les tackles droits. Mais bon, quand tu regardes la NFL, il faut aussi un bon tackle à droite, hein, sinon ça sert à rien. De toute façon, tu as beaucoup de pass rushers qui en NFL s'alignent le plus souvent à gauche. C'est le cas de TJ Watt qui est souvent à gauche de sa D-line. C'est le cas de Joey Bosa qui est souvent à gauche de sa D-line. Donc il te faut un bon tackle droit. Et Darian Kinnard, avec ses qualités athlétiques, il est capable de suivre les pass rushers en miroir pour être en protection. Et puis surtout, avec son gabarit et sa capacité, c'est évidemment quelqu'un de très très efficace pour le jeu au sol. D'ailleurs, il n'y a qu'à demander à son coureur, Chris Rodriguez, qui depuis 2 saisons fait de superbes saisons en tant que coureur. C'est beaucoup grâce à Darian Kinnard. Ses qualités athlétiques à Kentucky ont fait que les entraîneurs à cette intersaison envisageaient de le passer à gauche. Il devait jouer tackle gauche. Sauf que finalement, au dernier moment, ils ont obtenu le transfert d'un tackle qui est arrivé de LSU. Donc du coup, ils ont mis ce tackle-là à gauche et ils ont laissé Darian Kinnard à son poste, ce qui pour moi était une très bonne chose. Mais c'est un joueur qui a cette capacité-là. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que dès sa saison freshman, il a joué. Dès sa saison sophomore, il était titulaire. Il était titulaire évidemment sa saison junior et là il entame sa saison senior. Donc déjà, il va arriver en NFL avec un gros bagage technique, avec beaucoup d'expérience de jeu. Et ça aussi, c'est précieux. Moi, je pense que Darian Kinnard, c'est un candidat peut-être pour le premier tour. Oui, c'est pas impossible. Alors, je vais être tout à fait transparent. Moi, j'ai regardé les matchs de Kentucky de l'année dernière. Je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion d'aller en longueur sur les matchs de Kentucky de cette année. Mais tu l'as dit, ses forces, elles sont claires. C'est le jeu de course. Il utilise sa puissance, il utilise ses mains violentes. Quand il faut mettre sur les fesses son vis-à-vis, ça, il va y arriver. Il a un peu plus de mal au niveau de la passe. C'est vrai que parfois, il a tendance à être un peu trop... Il a de la mobilité, mais quand c'est vraiment un pass rusher rapide, on sent que la mobilité latérale, elle manque un peu parfois. Et du coup, moi, je pense que la question tackle ou garde, ça va beaucoup dépendre dans quelle équipe il joue, en fait. Parce qu'il y a des équipes où il n'y aura aucun intérêt à avoir ce type de joueur en tackle et à l'inverse, il y a des équipes où ça fera sens. Donc, si vraiment on schématise, si tu joues aux 49ers, bah, il peut très bien être tackle. Si à l'inverse, tu joues dans une équipe qui vit et meurt uniquement par la passe, par exemple Kansas City, je pense qu'il aurait moins d'intérêt en tackle. Donc après, voilà, ça dépend toujours de l'équipe où il arrive. Mais comme tu le dis, c'est un monstre physique et s'il fait une bonne saison, oui, le premier tour peut tout à fait être jouable. C'est assez homogène, je trouve, les tackles cette année. Je pense qu'avant le début de la saison, on en a une dizaine qui, en cas de saison vraiment bonne, peuvent aller au premier tour. Ça va se décanter au fur et à mesure. Mais oui, c'est clairement un gros candidat. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est une classe homogène. A priori, Evan Neal devrait être le numéro 1 des tackles. Mais bon, a priori, il y a encore la saison à jouer, il y a encore le process. Après, en ce début de saison, moi je t'avoue que j'aime bien un joueur comme Rashid Walker, le tackle de Penn State, qui me fait une grosse impression. Mais oui, comme tu dis, alors peut-être pas une dizaine, mais oui, il y en a bien 5, 6, donc tu sais pas si celui-là il va être pris avant celui-là, si celui-là il vaut un premier tour ou si c'est plus un deuxième. Et bon, laissons faire la saison. Avant la saison, il y avait une hype assez énorme sur Jackson Kirkland de Washington. Son début de saison est inquiétant pour le moins, on va dire. Oui, C'est le genre de début de saison qui peut te faire dégringoler du premier au troisième tour.
Ben, déjà, son match face à Michigan et Dan Hutchinson, ça l'a pas aidé, hein. Fait Voilà. manger par Hutchinson tout le match, ce qui va beaucoup aider la cote de Hutchinson, par contre, ça c'est un autre débat, mais parce qu'il revient très bien de sa blessure. Mais oui, clairement, ça va encore bouger. Mais c'est le genre de joueur, Kinnard, il faudra voir vraiment sa valeur finale, ça sera après le combine. Parce que c'est le genre de joueur où il peut écraser le combine, alors peut-être pas au niveau de Evan Neal, qui est vraiment un extraterrestre, mais s'il fait un énorme combine, il peut vraiment passer devant 2, 3, 4 mecs parce qu'il est vraiment hors norme athlétiquement. En tout cas, Kyle Milton, Darian Kinnard, vraiment 2 joueurs à suivre pour le top 50 de la prochaine draft. On va passer maintenant à nos sleepers. And Durant gets the call right side. 10, 5, touchdown Duke. Alors cette semaine pour les sleepers, on a choisi tous les deux des skills players, mais à 2 positions différentes. Et toi Victor, tu vas commencer avec un receveur très prometteur. C'est ça. Je vais parler de tes chouchous d'année dernière, Coastal Carolina, les Chanticleers. Il y a un moment, il faut le dire quand même, je me pose parfois la question, je la pose juste en 10 secondes, mais c'est intéressant quand on évalue pour la draft, c'est quand il y a une université comme ça qui sort un peu de nulle part, sauf mon respect pour Coastal Carolina, mais enfin, on ne les regardait pas particulièrement il y a 2 ans, et là, ça commence à cumuler joueurs de talent et joueurs de talent. Alors, Grayson McCall, on le savait, même autour, enfin, ils ont perdu des joueurs de talent, ils ont toujours autant. Donc, c'est assez admirable ce qu'ils ont fait. Et la pépite de ce début de saison, c'est le receveur Javon Eli, qui est typiquement le receveur. Vous allez regarder la vidéo, vous allez faire « ouais, c'est bien ». C'est bien. Et puis, vous allez regarder tout le match, vous allez dire « il est vraiment bon à chaque action, en fait ». Et il est pas extraordinaire. Il ne va pas faire un big play. Il a un corps tout à fait correct. Il fait 6'2", 200, donc il a un corps tout à fait correct pour la NFL, mais il n'impressionne pas par ses dimensions physiques, il ne va pas impressionner par sa vitesse, il ne va pas impressionner par ses big catch. Sauf que c'est un super route runner. C'est un joueur qui peut s'aligner à l'extérieur, en slot, qui peut faire des trick plays. C'est un joueur qui a des mains très sûres. Et en fait, c'est ce type de joueur qui est bon partout. Alors, c'est sûr, il est excellent nulle part, en tout cas pour l'instant. On n'a pas vu qu'il soit vraiment du très, très haut niveau. Mais pour moi, c'est typiquement un joueur où son plancher, c'est receveur numéro 3 et son plafond, c'est excellent receveur numéro 2 en NFL. Et si tu arrives à choper ce type de joueur-là au 4e, 5e tour, globalement, tu as tout gagné. Ah oui. T'en penses quoi, Jean-Mi? Est-ce que tu regardes souvent ce magnifique terrain qui t'arrache une rétine, ce terrain bleu de Coastal Carolina? Ouais, effectivement, ouais. Bon, après, il y en a encore, il y en a des pires, hein. C'est Eastern Washington, par exemple, le terrain, lui, voilà, ouais, Oui, qui est rouge. Ah oui, Voilà. alors là, ne tentez pas celui-là. Ouais, exactement. Ou C'est mettez des compliqué. lunettes de soleil. Ouais. Ouais. Mais sinon, Javon Holland, oui, c'est un très bon joueur. Et comme tu dis, déjà, avoir un solide receveur numéro 2 en NFL, c'est vraiment très précieux. Et tu vois, Victor, un petit détail un petit peu marrant, c'est que par rapport à ce joueur, en préparant le podcast, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils en pensent, les insiders, etc. Et je suis tombé sur un site d'insider des Eagles. Oui, j'ai vu. Ah ben alors, et il disait, ben oui, voilà, Javon Elite, ça serait excellent dans notre très squad parce que ceci, parce que cela, ça serait un parfait complément à Ray Gore, à Devonta Smith, et effectivement, c'est pour ça qu'on en parle dans la catégorie sleepers. C'est pas du tout un mauvais joueur, mais il lui manque peut-être ce petit truc en plus pour être vraiment le joueur du top 50. Par contre, ça sera très certainement un joueur qui va contribuer à NFL parce que il a un mix total de beaucoup de qualités. C'est-à-dire une fiabilité des mains, c'est-à-dire une capacité à courir les tracés, c'est-à-dire il est solide dans les catchs contestés, il sait faire vraiment beaucoup de choses. C'est un joueur très très précieux, effectivement, ouais. Et si tu le mets, si tu attends de lui que ce soit ton receveur numéro 1, ça risque d'être peut-être un petit peu juste. Mais par contre, si dans une escouade, tu as déjà au moins 1 ou 2 joueurs intéressants, il peut vraiment performer et faire passer un niveau à ton attaque aérienne. C'est le genre de mec que Patrick Mahomes va transformer en receveur à 1400 yards et 12 touchdowns. Oui, c'est ça, oui. Ou si Drew Brees jouait encore, voilà, il en aurait fait son nouveau Michael Thomas, quoi. C'est ouais, exactement. Marcus Colson.
Oui, voilà. Le fameux qui avait fini, qui était Mister Irrelevant ou pas loin, je crois. Mais bon. Et toi, de ton côté, tu vas nous parler d'un bonhomme qui court. Ouais, Tu ouais. vas nous parler de Matteo Durant. Aucun rapport, je crois, avec Kevin Durant, hein, d'autant que je sache, qui est le coureur de Duke. C'est ça, Duke. Alors c'est vrai que Duke, on a plus l'habitude qu'ils sortent des point guard ou des point forward au basket. Mais en football, ils sortent quand même de temps en temps des bons joueurs. Et Daniel Mathieu... Jones. Pardon. Non, j'ai dit bon joueur, j'ai dit. Mais oui. Mais Matteo Durant, ouais, c'est vraiment un joueur intéressant. Déjà, ça fait plusieurs années qu'on le voit, qu'il contribue. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un bon gabarit et du coup, il offre vraiment un mix très intéressant entre puissance et vitesse. C'est pas le plus costaud, c'est pas non plus Derrick Henry, c'est pas Cameron Peoples d'Appalachian State, mais il est quand même bien puissant. C'est pas le plus rapide non plus, c'est pas une flèche, mais il a une belle pointe de vitesse. Une fois qu'il a pris la brèche, c'est difficile de le rattraper. Il offre aussi ce que la NFL aime, c'est qu'il puisse attraper des ballons. Alors là aussi, c'est pas non plus Alvin Kamara, c'est pas Christian McCaffrey, mais on l'a encore vu ce week-end. Je veux dire, son quarterback est un petit peu embêté. Tac, il lance une screen, Matteo Durant il attrape et il a encore marqué un touchdown après réception. Donc c'est vraiment un joueur qui, à mon avis, dans un comité, parce que running back numéro 1, il lui manque peut-être cette petite qualité en plus qui fait que la puissance de Najee Harris, l'explosivité de Travis Etienne, etc. Il a peut-être pas ça, mais dans un comité, c'est quelqu'un qui, à mon avis, sera très performant en NFL et qu'il est déjà au niveau du football universitaire. Après, au niveau de ses défauts, tu vois, cette semaine, j'ai choisi deux joueurs avec beaucoup d'expérience, et deux joueurs seniors. Alors autant pour Diane Kinnard, c'est un atout. Parce que le gars, il a vu beaucoup de situations, etc. Il a pu peaufiner sa technique, c'est très bien. Pour un running back, avoir beaucoup d'expérience, est-ce que c'est un atout ou une faiblesse? Parce qu'on sait très bien que cette position est la plus exposée au choc. Et donc du coup, quand un joueur reste 4 ans à l'université, il a beaucoup de portée, il a pris beaucoup de chocs, et souvent on utilise des termes du style est-ce qu'il n'est pas un petit peu usé? Donc il n'est pas usé, évidemment, le terme c'est un petit peu abusé. Mais voilà, il a quand même beaucoup d'expérience. Et le deuxième défaut que je lui vois, c'est les fumbles. Ça, c'est un problème. Les fumbles. Il en a encore fait un, ou attends, il en a fait un ou deux. Il en a fait deux ce week-end, ce qui fait déjà 3 en 3 matchs 2021. Et ça, c'est un souci. Un running back qui n'arrive pas à tenir le ballon, c'est un souci. Ce week-end, il en a fait un en allant vers la end zone adverse. Il perd le ballon, donc il n'y a pas touchdown. Il en a fait un autre alors qu'ils étaient acculés à leur propre end zone. Il perd le ballon et donc du coup, l'équipe adverse le récupère. Ça, c'est vraiment un souci qu'il faudra corriger. Alors tu me diras, c'est pas le seul parmi les coureurs à avoir des petits problèmes de fumble. Ça peut aussi se travailler, etc. Mais évidemment, ça fait forcément peur aux scouts en NFL. Mais l'un dans l'autre, Matteo Durant de Duke, c'est vraiment un coureur à surveiller. Oui, je suis d'accord avec toi. Le principal défaut, c'est fumble. Je pense qu'on est d'accord. C'est quelque chose qui peut se coacher, mais il va falloir qu'il progresse. C'est le genre de coureur, tu disais sa pointe de vitesse, moi je trouve qu'elle est largement bonne, sa pointe de vitesse, surtout ce qu'on appelle la deuxième vitesse, cette capacité à accélérer après l'accélération que j'aime bien. C'est le genre de coureur que j'appelle des home run running back, un peu comme un Miles Sanders, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que ça va faire course de 2 yards, course de 2 yards, course de 2 yards, et puis le moment où ça passe, là, ça fait 60 yards, c'est parti. Mais du coup, ces joueurs-là, oui, ils ont du mal à être coureur numéro 1 tout seul. Il faut que ça soit dans un comité, ça c'est clair. Après, Durant est un peu plus nord-sud que peut l'être Miles Sanders aussi. Après, c'est peut-être Ptekolin qui fait ça, mais c'est vrai qu'il a un peu tendance à aller tout droit et à pas avoir beaucoup de virages, mais il est patient. Il a une bonne vision malgré tout, donc je suis d'accord qu'il peut être précieux. Par contre, clairement, les fumbles, tu travailles ça tout de suite. Et je ne pense pas qu'il ait la capacité physique pour encaisser un volume, de toute façon, de titulaire. Il ne peut pas faire 30 portées par match. Même Adio, qu'il ne le fait pas vraiment. Donc, ça m'étonnerait qu'il le fasse en NFL. Donc, voilà, mais ça reste ces coureurs de fin de draft. De toute façon, les coureurs, c'est toujours pareil. C'est à la fin de draft, on a toujours des bons, et même dans les non-draftés, d'ailleurs, on a toujours des bons qui finissent par faire de carrière NFL. Oui, c'est un des candidats. Ben, je crois que tu as bien résumé la situation. Donc du coup, aujourd'hui, on vous a parlé de Kyle Hamilton, de Darian Kinnard, de Matteo Durant
et de Jevon Eli. Ben, merci Victor. On se revoit dans 15 jours. Merci à toi et à dans 15 jours. Merci à tous. Allez, bye tout le monde.